Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire stoïque consacré aux risques liés aux attaques cyber et à leurs conséquences. Euh, un webinaire qui est spécialement dédié au secteur de l'hôtellerie et de l'hôtellerie-restauration. Nous avons le plaisir donc de co-organiser cette séance avec Relais Château et avec le courtier GEA dont vous pourrez faire une, dont vous aurez une rapide présentation tout à l'heure. Euh, Nous avons donc, cette présentation durera 1 heure, elle sera enregistrée et vous pourrez avoir communication des supports pour pouvoir revenir sur différentes informations qui pourraient, vous intéresser. Pour le confort de tous, nous avons coupé les micros des participants, mais vous pouvez bien entendu poser toutes vos questions, hem, sur le chat. Nous pourrons soit y répondre directement, sur ce support, soit prendre les questions et répondre à l'oral, pendant la présentation. Hem, nous allons commencer par un rapide tour de table. Alors nous allons faire une entorse, on va dire à la galanterie et commencer, par nous présenter nous-mêmes. Stoic, donc Stoic, nous sommes un assureur, spécialisé sur les risques cyber. Hem, Nous sommes une équipe d'une 50aine de personnes, hem et nous souhaitons, accompagner, les PME et les ETI, pour se prémunir le mieux possible, de ce risque-là. On aura l'occasion d'en reparler plus en détail. Donc pour ma part, je suis Augustin Salmon, donc je suis responsable du développement, commercial et développement courtage sur la zone, heu, Hauts-de-France et une autre partie de la région parisienne, et je suis accompagné par mes collègues, Xavier et Julien. Je vais leur laisser, se présenter en quelques minutes. Allez, je me permets d'enchaîner Julien et après ce sera à toi. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Xavier Gérondeau, j'ai travaillé pendant 7-8 ans dans un cabinet de conseil qui s'appelle Wavestone, que vous connaissez peut-être, dans lequel j'avais 2 responsabilités. La première autour de ce qu'on appelle l'audit ou les tests d'intrusion. En quelques mots, c'est, une activité qui vise à identifier les vulnérabilités, chez mes clients de l'époque pour, démontrer leur exploitation, partager des recommandations et éviter que quelqu'un de malveillant les exploite à ma place. Et une deuxième activité qui était ce qu'on appelle la réponse à incident. Donc la réponse à incident, c'est accompagner les victimes, d'incidents cyber, vous verrez, on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, dans la gestion de l'incident, dans la reconstruction du système d'information et dans la remise en place de l'activité initiale. Et donc j'ai rejoint Stoic en ce début d'année 2023 avec les 2 mêmes casquettes, donc ça tombe bien. À la fois de la prévention pour accompagner nos prospects et nos assurés et éviter le risque de sinistre, et malheureusement, le risque zéro n'existant pas, il nous est parfois nécessaire également d'accompagner nos assurés dans la gestion, soit de ce qu'on va appeler des petits incidents, soit parfois même de grandes crises cyber. Donc ce sera bien l'enjeu de notre échange et de ce qu'on vous présentera aujourd'hui. Julien, je te laisse la parole. Merci Xavier, bonjour à tous également. Julien Blancard, ingénieur sécurité chez Stoic. J'ai également une expérience de 4 ans dans un cabinet de conseil, mais intrinsèque, qui était les concurrents de Wavestone, où on a intervenu également sur tout ce qui est audit d'architecture, pen test, test d'intrusion, donc tout ce qui est lié à l'offensif. Donc vraiment, pareil, identifier les vulnérabilités, savoir se mettre dans la peau de l'attaquant pour avoir une meilleure idée du niveau de sécurité de nos clients. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai rejoint Stoic, sur lequel je fais tout ce qui est pareil, audit technique, remédiation des vulnérabilités. Lorsque on fait tout ce qui est nos outils, remédiation de nos outils, eh bien, on trouve des vulnérabilités. C'est ce qui donne notre force, qui fait l'assurance active, la prévention. Et du coup, j'aide nos assurés à résoudre ces vulnérabilités qu'on a identifiées via nos scans et via nos outils. Et j'aide également sur la partie réponse à incident avec Xavier lorsqu'on a un sinistre et lorsque on doit rétablir le SI de nos clients. Merci Xavier, merci Julien. Alors la diapositive, suivante, c'était pour, introduire, notre partenaire, courtier en assurance GEA. Alors on a un petit problème de connexion, donc ce sont les aléas du direct. Donc je vais me permettre de faire une, rapide présentation, de notre partenaire, en lieu et place de Adrien Charlet et Grégoire Schossler. Je pense qu'ils ne m'en voudront pas, ils participent bien sûr à cet événement. Hem, donc GEA, un partenaire depuis longtemps, du groupement Relais Château. C'est un courtier, d'assurance qui est spécialisé en assurance pour les HCR, donc depuis plus de 35 ans, avec une équipe de 35 collaborateurs.
C'est une filiale d'une structure plus importante, qui est le 2e courtier grossiste de France, qui réalise plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est donc partenaire depuis plus de 10 ans de Relais Château, avec quelques noms de certains de vos confrères que vous devez, reconnaître, Maison Relais Château. Le portefeuille ACR est donc conséquent avec plus de 2000 clients assurés et ils peuvent vous accompagner aussi bien sur le dommage aux biens que sur la partie assurance de personnes, mutuelle prévoyance et bien entendu sur la partie, cyber avec des offres qui ont été négociées spécialement pour, le groupement Relais Château. Et vous pouvez bien sûr les contacter, pour toute question sur la partie assurance ou toute, étude comparative gratuite, que ce soit pour la partie dommage ou la partie assurance de personnes. La valeur ajoutée du courtier, et nous on travaille, je dirais, très bien avec l'équipe. C'est notamment tout ce qui va être, les restaurants, ou hôtels avec des bâtiments classés ou inscrits, au répertoire des bâtiments de France, avec une bonne connaissance bien sûr des marchés, des garanties qui ont été négociées de façon exclusive, des offres adaptées soit en offre standard, soit, avec un texte, ce qu'on appelle un intercalaire courtier, c'est-à-dire un texte qui a été spécialement négocié par, votre intermédiaire auprès des porteurs de risques. La possibilité de déployer du monde partout sur le territoire, un service sinistre qui est internalisé, donc qui peut gérer les sinistres pour une meilleure activité et avec, des liens privilégiés avec les partenaires, assurances, avocats spécialisés, hem, voilà et donc bien sûr en mettant l'accent sur le conseil et l'accompagnement et la réactivité. Donc voilà, j'espère avoir été, à la hauteur des qualités de GEA. J'espère qu'on pourra les connecter en tant que intervenants d'ici, la fin de la réunion pour qu'ils puissent, se présenter et vous puissiez voilà, au moins les voir de visu. Donc voilà pour cette présentation générale. Je vous propose de commencer, hem, les choses plus concrètes, et donc je vais passer la main à Xavier. Un grand merci, Augustin. Alors pour commencer, on voudrait initier la conversation en vous expliquant pourquoi on est convaincu que les cyberattaques restent un risque important, si ce n'est le risque le plus important dans le domaine de l'hôtellerie, avec quelques exemples issus des incidents que l'on a pu voir passer ces dernières années. Et le premier incident, oh, apparemment mon micro grésillerait un petit peu, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que Est-ce c'est peut-être un que, petit peu mieux ou c'est pareil? est-ce que ça grésille pour toi aussi, Augustin? Je suis désolé, mais ça me grésille un peu dans les oreilles. C'est peut-être Ah, pour mon côté. je Non, c'est pour tout m'excuse. le Alors monde. attendez, je vais changer de micro, ce sera peut-être. Est-ce que c'est le même micro? Est-ce que vous m'entendez C'est mieux, mieux? c'est beaucoup mieux. Ok, parfait. Et ben continuons comme ça alors. Premier incident qui me semble important de vous partager, c'est celui du groupe Accor Hotel, qui ont vu, qui ont été victimes d'une attaque par vol de données, avec plus de 140 000 clients du groupe qui ont vu leurs données personnelles et bancaires fuiter suite à une cyberattaque, avec tout ce que ça implique en termes de suivi des fuites de données, en termes de litiges potentiels avec les clients et en termes, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, d'image de marque qui est fortement impactée et impactée dans la durée avec une confiance de la part des clients qui va diminuer. Autre chiffre qui nous semble intéressant de partager, c'est 27% qui est en moyenne le chiffre d'annuel perdu par les entreprises qui sont victimes de cyberattaques. Quand on va parler de cyberattaque, on va parler là plutôt cyberattaque de grande ampleur, donc soit ransomware, soit vol de données, soit voilà, un impact important. On expliquera tout à l'heure quels sont les différents risques et comment cela peut se produire. Donc 27%, vous vous rendez bien compte que c'est un chiffre très 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 significatif. On a aussi des retours un peu plus personnels et un peu plus spécifiques de certains gérants ou gérantes d'hôtels en France qui nous partageaient avoir des clients victimes de cas de phishing avec un branding et avec un mail initial qui prétend venir bien évidemment du mail qui prétend venir de l'hôtel en question, avec tout l'impact que ça peut avoir, avec des clients qui ne font plus confiance dans les mails du client, qui ne font plus confiance parfois aux plateformes de réservation telles que Booking, et avec pour les hôteliers la nécessité de réinventer la manière dont ils interagissent avec leurs clients pour essayer de conserver la confiance que les clients peuvent avoir en eux. Donc, on se rend compte qu'il y a un véritable enjeu, notamment dans la communication et dans les interactions qui peuvent exister
entre vos clients et l'hôtelier. Et je vois que côté GEA, vous avez pu nous rejoindre. Avant de continuer, est-ce que vous avez peut-être un petit mot? Est-ce qu'on peut peut-être vous laisser la parole? Oui, merci. Bonjour à tous. On est très content de rejoindre ce webinaire. Je pense qu'il y a une présentation qui a été faite sur GEA. GEA qui accompagne les relais châteaux depuis maintenant 10 ans sur la partie multirisque hôtelière avec un contrat qu'on a monté avec plusieurs compagnies d'assurance, que ce soit Groupama, AXA ou d'autres. Et aujourd'hui, on travaille avec une quarantaine de relais châteaux. Ça représente, comme Augustin a dû vous le dire, une équipe de 15 collaborateurs, dont une équipe gestion de portefeuille avec Dominique Odo, Florence Arcier, Laurent Collinet, Dominique Pina, une équipe mutuelle santé et une équipe sinistre, marketing et comptabilité. L'idée étant de vous accompagner dans vos demandes au quotidien, de gérer vos sinistres, que ce soit des petits ou des gros sinistres, et de répondre au mieux à vos demandes par rapport à des garanties qu'on a mis en place et qui sont exclusives au cabinet. En quelques mots, pour ceux qui en bénéficient chez nous, le contrat, contrairement à ce qu'on peut trouver sur le marché, il vous fait bénéficier de garanties sans limitation de somme et en valeur à neuf sur le dégât des eaux, sur les bâtiments, les mobiliers, sur l'incendie. Contrairement à un contrat standard, vous êtes limité partout. Voilà. Donc ça, c'est le gros avantage. Et vous pouvez bénéficier de la perte d'exploitation sans dommage. Je m'explique. Quand vous avez un incendie avec de la perte d'exploitation, puisque vous ne pouvez pas exploiter votre hôtel derrière. Donc ça, c'est des garanties standards. Généralement, il y a des choses en option qui peuvent être proposées, comme la fermeture administrative, comme l'impossibilité d'accès, comme la carence des fournisseurs, carence de la clientèle, qui aujourd'hui, au vu des événements qui ont été avec le Covid, qui se sont déroulés dans le passé, sont aujourd'hui de plus en plus restrictifs, voire supprimer des garanties dans des contrats standards que nous, on peut toujours mettre en place pour les relais châteaux. Voilà, avec un volet plus réduit, parce qu'effectivement, la fermeture administrative, ça a été un vrai sujet pendant le Covid, mais on pourra en reparler plus tard. Voilà, mais on vous apporte, par l'intermédiaire de cet intercalaire, des garanties que ne proposent pas des agents, des courtiers ou des courtiers qui ne sont pas spécialisés. La force, c'est de pouvoir approcher des compagnies d'assurance avec un réseau de plus de 2000 clients et donc d'accéder à des garanties intéressantes et avec tout un tas de prestataires aujourd'hui qu'on met à disposition des clients. Parce pour placer un dossier, il nous faut la vérification électrique, des extincteurs avec un certificat Q4 et Q18 qui sont aujourd'hui du réglementaire, qu'on vous a toujours demandé, mais qui sont de plus en plus exigés pour placer le risque. Et donc, nous, on vous aide à trouver, s'il y a besoin, des prestataires avec des conditions tarifaires privilégiées pour voilà, avoir, quand c'est possible, vous replacer dans les meilleures conditions, ou vous placer tout court pour accéder à cet intercalaire. Voilà. Très bien. Merci Adrien. Et du coup, je repasse la main à Xavier. Un grand merci. Je vous propose de continuer avec la slide suivante qui, je sais pas si j'ai les mains, merci, qui vise à recenser un petit peu les scénarios d'intrusion que l'on voit les plus fréquemment dans les incidents que l'on est amené à gérer avec nos assurés. Le premier, c'est ce qu'on va appeler du phishing ciblé. C'est un attaquant qui a envie de compromettre votre entreprise, qui a envie de compromettre un de vos collaborateurs et qui va envoyer un mail de phishing. Alors, vous êtes peut-être tous familiers avec le phishing, je vais me permettre de rappeler ce que c'est en quelques mots. C'est un mail qui va prétendre provenir d'un de vos clients, d'un de vos partenaires, d'un de vos outils légitimes, mais qui en réalité, proviendra de l'attaquant. L'objectif pour l'attaquant, c'est d'abuser de la confiance que vous pouvez avoir en ce partenaire, en cet outil ou en ce client, pour vous pousser soit à télécharger une pièce jointe malveillante, pour vous pousser à cliquer sur un lien malveillant, pour vous pousser à renseigner des identifiants.
Et autant vous êtes peut-être familier avec le phishing, on va dire grossier, que vous recevez parfois dans votre boîte mail, plein de fautes d'orthographe, assez incohérents, avec des images qui ne chargent pas, et auquel cas j'imagine que vous ne vous faites pas avoir, pardon. Un attaquant, par contre, qui lui aurait vraiment envie de vous compromettre, peut mettre en place ce qu'on appelle un scénario de phishing ciblé, qu'on appelle également spear phishing, où il va prendre le temps de rédiger lui-même le mail spécifique à votre contexte, peut-être avec le nom d'un de vos partenaires, nom et prénom, numéro de téléphone d'un de vos partenaires, peut-être avec des informations très précises sur les échanges que vous avez eus récemment avec ce partenaire et ainsi de suite, de manière à vous mettre en confiance et à éviter que vous vous posiez des questions sur la légitimité de ce mail. Donc c'est un scénario qui est particulièrement vicieux et souvent avec un impact fort, parce qu'un attaquant qui a le temps et qui a la volonté peut vraiment mettre en place un phishing ciblé qu'il est difficile de détecter. Et c'est une des raisons pour lesquelles, au sein de Stoic, on a des modules et des formations et un accompagnement qui essayent de sensibiliser les gens à ce sujet. Deuxième scénario qui, lui, s'appuie beaucoup moins sur le facteur humain, c'est ce qu'on va appeler le scénario d'exploitation de vulnérabilité. Et donc, vous aurez bien compris, le phishing ciblé, c'est l'attaquant qui envoie un mail malveillant et un des collaborateurs qui se fait avoir. Ça, il faut être sensibilisé pour ne pas se faire avoir. Sur l'exploitation de vulnérabilité, à contrario, là, c'est simplement des systèmes informatiques qui soit ne sont pas à jour, soit n'ont pas été configurés de manière robuste, bref, mais qui permettent à l'attaquant de compromettre le système, qui permettent à l'attaquant de rentrer dans le système d'information et donc d'accéder à des données. Celui-ci, il est beaucoup plus difficile de s'en prémunir via de la sensibilisation, vous l'aurez bien compris. Et ce qui va être important sur ce scénario-là, c'est d'avoir des experts informatiques, qu'ils soient en interne ou qu'ils fassent partie d'une expertise externe, qui vous accompagnent, qui scannent vos systèmes, qui identifient les vulnérabilités et qui sont là et disponibles pour vous aider à les corriger. Troisième scénario que l'on rencontre malheureusement bien trop fréquemment, c'est le scénario du mot de passe faible. C'est tout bête, on en parle depuis, je pense, 15-20 ans, mais les attaquants vont avoir aussi ce qu'on appelle une approche opportuniste. C'est-à-dire, ils identifient un hôtel, ils identifient une entreprise qu'ils ont envie de compromettre, ils vont essayer de se connecter avec des mots de passe triviaux, avec le mot de passe Toto, avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, avec le mot de passe AZERTY. J'espère que je n'ai cité aucun de vos mots de passe pour l'instant, ça me rassurerait un petit peu. Mais malheureusement, au sein d'une entreprise, vous allez probablement avoir au moins un ou deux collaborateurs qui vont avoir des mots de passe de ce genre. Auquel cas, c'est une porte d'entrée extrêmement facile pour l'attaquant. Et l'attaquant, comme je vous le disais, peut avoir ce qu'on appelle une approche opportuniste. Et donc, c'est-à-dire, s'il identifie un mot de passe faible, il va rentrer dans le système d'information et il va essayer d'en profiter. Donc, c'est vraiment les trois scénarios les plus fréquemment rencontrés avec des impacts qui peuvent être assez importants. Et les principales conséquences que nous, on a vues ces dernières années pour les hôteliers, la première, vous en avez probablement entendu parler, c'est ce qu'on va appeler les ransomware, les rançongiciels pour les plus francophones d'entre nous. L'attaquant va chiffrer vos données, va bloquer les systèmes, que ce soit les systèmes de réservation, que ce soit vos systèmes centraux, que ce soit même vos postes de travail. Parfois, les postes de travail sont chiffrés. Et il va vous dire, si vous souhaitez récupérer vos données, si vous souhaitez récupérer vos systèmes pour pouvoir continuer de fonctionner, tout simplement, vous devez payer une rançon qui peut aller de quelques dizaines de milliers d'euros à parfois quelques millions d'euros, avec tout ce que ça implique en termes de perte d'exploitation, le temps soit de reconstruire les systèmes, soit de payer la rançon. À nouveau, on ne recommande pas le paiement de la rançon, mais certaines entreprises font ce choix-là. Deuxième conséquence, c'est un cybercriminel qui va voler des données. Tout simplement parce que vous, en tant qu'hôtelier, vous êtes amené à traiter un certain nombre de données de vos clients, que ce soit des données personnelles, que ce soit parfois des données bancaires, parfois même des pièces d'identité et ainsi de suite. Donc avec un impact extrêmement important en cas de fuite de données, avec des déclarations à faire auprès de la CNIL, avec parfois des litiges avec des clients, des réclamations et ainsi de suite. Et je me permets de petites précisions sur ces deux premiers scénarios. Parfois, les deux viennent de pair. C'est-à-dire que l'attaquant peut, dans certains cas, faire ce qu'on appelle une attaque par double extorsion. L'attaquant va bloquer vos systèmes, va chiffrer votre système de réservation, mais également en profiter pour voler vos données clients avant de les chiffrer. Et il va vous demander de payer la rançon. Et le cas contraire, il va vous dire je ne débloque pas les systèmes, mais en plus, je vais faire fuiter les données de vos clients sur Internet.
Donc avec 2 impacts potentiels, un sur votre perte d'exploitation et un deuxième sur les potentielles réclamations de la part de vos clients. Troisième scénario que l'on a pu voir par le passé, c'est ce qu'on appelle une attaque par rebond. Donc l'attaquant va compromettre vos systèmes, non pas pour vous cibler vous uniquement, mais également pour cibler vos partenaires, vos clients, vos collaborateurs, que sais-je. L'attaquant va en profiter pour transmettre un virus à des partenaires qui vous font confiance. À nouveau, avec, comme vous pouvez l'imaginer, un impact sur votre image de marque, un impact sur les relations avec vos partenaires et des potentielles réclamations de vos partenaires. Dernier impact potentiel, c'est juste l'attaquant qui va vous compromettre et rendre public la cyberattaque. Ça recoupe un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, avec une atteinte forte à votre réputation et une perte de la confiance de vos clients sur votre capacité à gérer leurs données de manière sécurisée et de manière efficace. On voulait reprendre en quelques petites minutes le déroulement d'une cyberattaque de manière assez grossière pour que vous ayez bien une vision des différents éléments qui la composent, de comment vous en prémunir et de finalement quels sont les grands risques qui pèsent sur le domaine de l'hôtellerie. La première étape d'un attaquant, quel que soit le système, quel que soit le domaine, c'est ce qu'on appelle l'étape de reconnaissance. Donc l'attaquant va essayer d'obtenir de l'information sur ses potentielles victimes. Pour ce faire, il va avoir ce qu'on appelle du scan actif, donc c'est-à-dire l'attaquant va essayer d'identifier tous les systèmes qui vous appartiennent. Donc, si moi je suis l'entreprise Toto, j'ai probablement mon site disponible sur toto.com, mais peut-être que j'ai un intranet sur intranet.toto.com, peut-être que j'ai mes mails sur mail.toto.com, et ainsi de suite. Donc, ce que l'attaquant va faire dans une toute première étape, c'est d'essayer de cartographier, d'essayer d'obtenir une vision consolidée de l'ensemble des systèmes qui m'appartiennent. Et donc, il va faire ce qu'on appelle un scan actif. Il va essayer d'accéder à ces différents systèmes, il va essayer d'accéder à ces différents services afin d'identifier les systèmes exposés et afin notamment d'identifier si ces systèmes sont à jour. Est-ce que Toto.com, je l'ai créé en 2012 et je ne l'ai jamais mis à jour? Auquel cas, comme vous pouvez l'imaginer, l'attaquant pourra se régaler de quelques vulnérabilités. Est-ce que intranet.toto.com, c'est quelque chose qui a été développé par un stagiaire il y a 5 ans et que personne n'a jamais regardé depuis, avec tous les risques que ça implique? Et donc, l'attaquant va finalement faire cette cartographie, rechercher des vulnérabilités et essayer, comme je l'évoquais, d'avoir la vision la plus complète des systèmes qui m'appartiennent. Il peut également faire ce qu'on appelle des méthodes passives. Qu'est-ce que c'est des méthodes passives? C'est non pas de scanner activement votre réseau, non pas de scanner activement vos systèmes d'information, mais plutôt de s'appuyer sur des données d'ores et déjà disponibles sur Internet ou sur le dark web. Un exemple assez parlant, c'est ce qu'on appelle les fuites de données ou les fuites de mots de passe. Un attaquant qui identifie des mots de passe de certains de vos collaborateurs qui auraient fuité sur Internet, c'est un vecteur d'entrée et c'est un moyen de rentrer sur vos systèmes d'information. Une fois que l'attaquant aura réalisé son étape de reconnaissance, il va essayer d'obtenir son accès initial sur vos systèmes d'information. On ne va pas trop rentrer dans les détails techniques que vous voyez en bas, on vous a mis un petit peu le podium des scénarios les plus souvent visités. Mais donc, l'objectif pour l'attaquant, c'est d'avoir déjà ce premier accès qui va lui permettre de rebondir au sein de votre système d'information et d'aller voler de la donnée. Pour ce faire, il peut avoir l'approche sur les identifiants, c'est-à-dire essayer d'obtenir des identifiants valides, un identifiant et un mot de passe qui lui permettraient de se connecter sur vos systèmes. Le premier scénario exploité bien souvent, c'est ce qu'on appelle le phishing. On l'a évoqué tout à l'heure avec le phishing ciblé, qui va permettre de mettre une victime en confiance pour obtenir son mot de passe. On peut également avoir des mots de passe faibles. On l'a également évoqué tout à l'heure avec ce que ça implique en termes de compromission de vos systèmes d'information. Et les fameuses bases de données publiques, je l'évoquais également il y a quelques instants, avec des mots de passe qui peuvent fuiter et qui sont revendus sur le marché noir, qui sont revendus sur le dark web, et que les cyberattaquants vont se refourguer l'un l'autre pour établir des scénarios d'attaque sur vos systèmes. Deuxième moyen d'obtenir un accès sur le système d'information, c'est via la présence de vulnérabilités. Je ne vais pas rentrer dans tous ces serveurs que vous voyez ici, je pense que ce ne sera pas forcément pertinent pour vous, mais il faut bien garder en tête que vous avez forcément, de par la nature de votre système d'information, des éléments exposés sur Internet. Si vous n'avez personne, que ce soit un collaborateur en interne
ou une expertise externe qui a la charge de vérifier les niveaux de correctifs appliqués sur ces composants ou de scanner de manière régulière ces composants, il est extrêmement probable que vous soyez au moins susceptible à une ou plusieurs vulnérabilités. Auquel cas, l'attaquant va en profiter et va pouvoir potentiellement obtenir un accès sur vos systèmes. Dernier scénario d'attaque également important, c'est le scénario d'une mauvaise configuration. Et j'évoquais il y a quelques instants le stagiaire qui aurait développé l'intranet il y a 5 ans. C'est également un scénario d'attaque que l'on voit assez fréquemment. Et finalement, si vous n'avez pas durci vos systèmes avant de les exposer sur Internet, il est probable qu'un attaquant soit capable d'exploiter ces faiblesses et qu'un attaquant soit capable à nouveau d'avoir cet accès initial au sein de votre système d'information. Et une fois qu'il a obtenu ce premier accès, il va être en capacité de dérouler sa cyberattaque et de faire ce qu'on appelle les mouvements latéraux. Et je vais laisser Julien reprendre la main là-dessus pour vous présenter ce très très beau schéma. Merci Xavier. Il faut savoir qu'une fois qu'on a accès à un réseau, le but après, c'est d'avoir des accès élevés, des accès avec des privilèges pour récupérer les informations sensibles et pour tout simplement pouvoir effectuer l'attaque que l'on souhaite faire. Pour pouvoir chiffrer les postes ou pour bloquer le réseau, il faut évidemment avoir des droits à privilèges. Et du coup, pour cela, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a énormément de moyens de élever ces privilèges et de passer d'un compte utilisateur à un compte administrateur du domaine, du réseau, et qui nous permettra ensuite de déployer la charge malicieuse sur tous les postes de travail. Pour cela, ça peut arriver tout simplement un script, donc un fichier de code qui est utilisé, qui est accessible malencontreusement dans un serveur de fichiers et qui n'est pas restreint assez. Eh bien, il y a parfois des droits, des mots de passe en clair qui sont exposés là-dessus. Donc, parfois, il suffit tout simplement de naviguer sur des serveurs de fichiers pour trouver ce genre d'identifiant. C'est un scénario classique lorsqu'on arrive sur des gros SI. Parfois, ce sont des attaques un peu plus poussées, un peu plus complexes, mais le but sera toujours de se propager latéralement, donc de compromettre un serveur, un poste de travail, et à partir de là, on en compromet un autre, ainsi de suite, comme si on se propageait tout simplement comme un virus dans un organisme, et c'est ce que l'attaquant cherchera à faire. Une fois qu'il a réussi à avoir les droits les plus élevés sur le réseau, il va passer à la phase exécution. Donc, exécuter les actions malveillantes et atteindre à l'intégrité du système d'information. Donc, pour cela, il a plusieurs scénarios en fonction de quel type de ransomware, quel type de groupe d'attaque et quel but il a. Parfois, ça peut être le déploiement d'un ransomware. Comme je vous ai dit, on peut chiffrer tous les postes de travail pour bloquer le SI et demander une extorsion. Tant que vous n'avez pas payé, nous vous demandons tant de Bitcoin, d'un paiement en Bitcoin qui correspondra à un pourcentage du chiffre d'affaires total de la société. Il faut savoir que maintenant, les ransomware sont très organisés et ils ont un système de chat, de négociation où on peut parler avec la personne qui nous dira, voilà, vous demandez tant, mais moi je ne peux débloquer que cette somme-là pour le moment. Et on parvient à négocier à chaque fois avec les grands groupes de ransomware qui verront avec leur direction s'ils acceptent l'offre ou s'ils préfèrent attendre que l'entreprise craque. Donc c'est vraiment très organisé et c'est une phase de négociation qui est assez complexe. Il peut aussi avoir également la phase de détournement de fonds. Donc, tout simplement, l'attaquant reste dormant sur le réseau. Il ne se montre pas une fois qu'il a compromis le système. Et en fait, il attend qu'une action sensible, complexe, va s'effectuer. Et au dernier moment, il change le RIB d'un mail, par exemple. Et sans que personne le sache, eh bien, un RIB est changé 2 mois après, 3 mois après, lorsqu'il y a une grosse somme qui est en jeu. Et du coup, la personne a forcément réussi son coup. Il peut aussi tout simplement, de manière discrète aussi, avoir de l'exfiltration de données tout le long. Ça arrive, c'est souvent arrivé dans les entreprises que pendant 1 an ou 2 ans ou plusieurs années, un malware soit ici ou un groupe étatique soit présent sur un réseau et qu'il exfiltre des données au fur et à mesure, qu'il soit caché le plus longtemps possible pour accéder à des secrets industriels ou les propager après à ses concurrents. On peut avoir différents risques indirects suite à une cyberattaque. Donc, les risques indirects, c'est les risques qui ne génèrent pas directement, du coup, une perte financière pour l'entreprise, mais qui génèrent d'une manière annexe, cachée,
des pertes financières pour l'entreprise. Le risque classique, c'est tout simplement la perte de confiance, l'atteinte à l'image. Lorsque, évidemment, on sait que des données confidentielles et sensibles ont été perdues, tous les fournisseurs, toutes les personnes qui ont stocké des données chez vous, qui ont stocké, qui vous ont fait confiance, qui ont travaillé avec vous, qui ont des contrats, des choses comme ça, des choses sensibles, eh bien évidemment, elles vont vous demander des comptes. Elles vont demander à savoir qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les détails, ce qui a été mis en jeu, pourquoi c'est arrivé, et ils seront moins enclins, évidemment, à faire confiance et à retravailler avec vous, surtout si le concurrent, lui, n'a jamais eu ce genre de problème. Et du coup, c'est indirectement une perte de chiffre d'affaires. Il y a évidemment tout ce qui est sanctions pénales, qui sont des sanctions également indirectes, tout ce qui est perte de coûts de la CNIL, des données judiciaires, toutes ces attaques après judiciaires que les personnes vont demander sont également des pertes indirectes. Il arrive, par exemple, si les mesures de sécurité n'ont pas été appliquées, que la CNIL après puisse vous mettre une amende par la suite, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu un respect des données personnelles, il n'y a pas eu les mesures de sécurité appropriées. Et enfin, la dernière, comme je vous ai dit, c'était tout ce qui est perte de judiciaire, tous les procès qui peuvent être amenés lorsqu'il y a des données personnelles, surtout lorsqu'il y a des données personnelles de santé, ou des données confidentielles comme des cartes bleues qui peuvent être en jeu. Les risques indirects, ça peut monter jusqu'à 95% du chiffre d'affaires parce que on peut avoir bloqué le malware dès qu'il s'est montré, mais en fait, il peut y avoir eu de l'exfiltration de données pendant plusieurs années, et ça, on ne le savait pas. Et une fois que la personne s'est montrée, on a réussi à bloquer l'attaque directement, donc il n'y a pas de perte d'exploitation, il n'y a pas de perte directe, mais il y a pu avoir pendant plusieurs années des vols de données, et une fois que toutes ces données ont été publiées, on a beaucoup de pertes financières indirectes. Deux exemples des attaques dans le secteur de l'hôtellerie, dont une qui a été très récente et qui a été vraiment très impressionnante. Je pense que vous en avez entendu parler, c'est l'attaque chez MGM Resorts, donc aux États-Unis. Ça a été en septembre 2023. Elle a eu un coût faramineux, donc plus de 100 millions. Et encore, ils n'ont pas réussi à chiffrer entièrement le coût total de l'attaque. Mais les pertes financières directes, tout simplement parce que tout le système de réservation fonctionnait évidemment, enfin de chambres, d'ouverture des chambres fonctionnait de manière électronique. Donc tout ce qui est badgeuse était bloqué. Donc les pertes de disponibilité, le blocage du système d'ouverture des chambres. Il y a eu le système de réservation, évidemment. On ne pouvait plus réserver sur le site, on ne pouvait plus réserver via les terminaux. Et ensuite, il y a eu des escroqueries. Toutes les données qui étaient chiffrées, mais l'attaquant a retrouvé la clé de chiffrement pour retrouver les cartes bleues. Et bien ensuite, il y a eu, pendant plusieurs mois, des attaques, des vols de cartes bleues, des escroqueries avec les pièces d'identité, où ils demandaient des prêts avec les données personnelles des personnes, qui ensuite se retournaient contre MGM Resorts. Donc ça a été beaucoup de problèmes. Et ensuite, la perte financière indirecte, évidemment, eh bien, ça a été la perte de confiance des utilisateurs et la perte de partenariat, car MGM Resorts, c'était le fournisseur officiel de l'armée américaine, par exemple, lorsqu'ils étaient en déplacement. Et du coup, il y avait beaucoup de données sensibles, de données étatiques, enfin pour les ressortissants soldats américains. Et du coup, ils seront évidemment moins enclins et vont vérifier pour voir s'ils ne peuvent pas travailler avec quelqu'un d'autre, vu le danger que cela peut représenter vis-à-vis d'autres pays. Un autre exemple, ça a été plus en Europe cette fois, qui a été un coup un peu moins impressionnant, mais c'est quand même assez grand. C'est tout simplement AG Hotels et Resorts, où il y a également eu, pareil, un ransomware avec une grande exfiltration de données, où on a eu un blocage système de réservation sur Booking et le site officiel, et le paiement des procédures judiciaires des victimes. Et dans tous les cas, à chaque fois qu'on a ce genre de vol, d'exfiltration, on a toujours ces pertes financières indirectes qui sont les pertes de partenariat et la perte de confiance des utilisateurs, qui sont donc une perte d'image et directement une perte de revenus. Comment maintenant, une fois que l'on sait tout ça, on peut se préparer pour faire face à ces crises? Déjà, le premier point, c'est ne pas être une cible facile. Donc, il faut savoir que 90% des attaques en 2022 auraient pu être évitées avec une protection d'authentification multifacteur, donc tout simplement une authentification avec double facteur, c'est-à-dire que
Ça peut être, on a deux facteurs sur lesquels on s'authentifie, donc quelque chose que l'on connaît, comme un login et un mot de passe, mais également quelque chose que l'on possède, ou quelque chose que l'on voit. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas, une authentification avec l'œil, biométrique, donc ça c'est complexe à mettre en place, mais ça peut tout simplement être avec le téléphone. Ça, c'est quelque chose que l'on a en plus. Donc, on s'authentifie avec le login et le mot de passe, quelque chose que l'on connaît, et en plus, avec le téléphone, quelque chose que l'on possède. Ainsi, ça empêche, même si quelqu'un devine ou possède quelque chose que vous connaissez, il n'arrivera pas à avoir également quelque chose que vous avez. Donc, ça vous permet de le protéger. Je pense que pour revenir, je me permets juste une seconde, Julien, pour revenir au scénario qu'on évoquait tout à l'heure d'un attaquant qui obtient le mot de passe de sa victime, que ce soit par phishing, on l'a évoqué, par un tel mail malveillant, parce que le mot de passe est trivial ou parce que le mot de passe a fuité sur le dark web, on se rend bien compte que ce scénario d'authentification forte, d'authentification à multiples facteurs, va complètement empêcher l'attaquant d'aller plus loin. Et donc, c'est pour ça que c'est un mécanisme que l'on recommande de manière assez fréquente, parce qu'on se rend compte qu'on a, je vais vous faire une estimation à la louche, donc ne me citez pas là-dessus, mais on doit avoir, je pense, 70-80% des scénarios d'attaque aujourd'hui que l'on est amené à traiter dans le cadre du CERT stoïque qui auraient pu être évités avec une implémentation efficace de ce genre de mécanisme. Oui, et même avec ces protections, il y a des grands groupes comme Uber, comme Rockstar, qui ont quand même réussi à être compromis alors qu'ils étaient protégés par une authentification multifacteur, mais qui a réussi à être contournée grâce justement à l'ingéniosité et aux facteurs humains, tout simplement. Donc même avec ces protections, on n'est pas à l'abri, mais disons que ça enlève beaucoup de scénarios d'attaque. Le deuxième point, c'est tout simplement s'entraîner à détecter les phishing, donc la sensibilisation humaine, à apprendre à faire reconnaître quelles sont les tentatives d'escroquerie, à ne pas céder sous la pression au caractère urgent d'un mail qui invite à remplir ses identifiants ou à cliquer sur un lien. Déployer un EDR, donc il y a un antivirus évolué, un antivirus nouveau, de nouvelle génération. Connaître ses faiblesses, donc savoir connaître son système d'information, c'est connaître tout simplement quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses et comment les réduire, comment appréhender son risque du SI. C'est très important de savoir, bien voilà, moi j'expose telle ou telle technologie, quelles sont mes faiblesses dans mon activité, quels sont mes points critiques lorsque dans mon SI, qui fait que si demain il y a un problème, tout tombe ou on s'arrête totalement de fonctionner, eh bien c'est très important de faire ce travail-là pour quelqu'un, un RSSI, afin de pouvoir justement renforcer ses sécurités là où on en a besoin. Et enfin, le point classique et majeur, c'est appliquer tout simplement les correctifs de sécurité. Lorsqu'il y a un correctif d'un éditeur, il est nécessaire de l'appliquer le plus rapidement possible pour éviter cette marge, cette fenêtre d'attaque que peut avoir l'attaquant entre le moment où une vulnérabilité est détectée et le moment où elle est patchée et elle n'est plus exploitable. On peut également être prêt au combat, tout simplement, lorsque, malgré que tous nos efforts, il peut y avoir une crise. On est toujours le motto de la cyberattaque, c'est pas quand est-ce qu'on va si on va se faire attaquer, mais quand. Et du coup, toujours être prêt à ce moment-là. Donc, mettre en place son dispositif de gestion de crise, donc accompagné de Stoic lorsqu'on est assuré chez Stoic. Disposer d'éléments investigables, donc tout ce qui est disposé de journaux d'événements. Donc, c'est très important pour nous, lorsqu'on intervient en réponse à un incident, d'avoir des éléments sur lesquels travailler pour pouvoir retrouver qu'est-ce qu'a fait l'attaquant, par où il est passé, comment colmater la brèche, tout ça. Évidemment, on ne peut pas travailler, un peu comme la police judiciaire. Si on n'a pas de preuves, si on n'a pas de scène sur laquelle travailler, eh bien, on ne peut rien trouver. On va devoir donner des approximations ou des idées qui seront très approximatives, alors que si on a la scène de crime sur laquelle on peut travailler et des preuves, eh bien c'est beaucoup plus facile de donner une chronologie complète. Prévoir également sa continuité d'activité, donc prévoir son plan de reprise sur activité. Qu'est-ce qui se passe si ceci tombe? Qu'est-ce qui reprend dans le SI? Développer ses capacités d'investigation, donc ça revient au deuxième point, connaître également qui pourrait être en mesure de faire une investigation s'il y a un problème. Et après, enfin, le dernier point, comprendre les modes opératoires des attaquants. Il faut savoir que savoir ce que fait un attaquant, les grands groupes de ransomware, ils fonctionnent toujours à peu près de la même façon. Ils ont souvent un vecteur d'intrusion, quelques vecteurs de propagation latérale, mais
un groupe du ransomware a un mode opératoire souvent. Et du coup, lorsqu'on connaît bien l'écosystème des attaquants, on connaît comment ils rentrent dans les systèmes d'information, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui sont spécialistes, par exemple, en exfiltration de données. Certains sont spécialistes en ransomware, en extorsion. Donc, le fait de connaître son écosystème, ça nous donne une grande aide pour savoir voilà, qu'est-ce qu'il est enclin à faire et réagir tout simplement plus rapidement et plus efficacement à ce genre d'incident. Et je pense que vous l'aurez compris, hein. Bon, là, on évoque des sujets peut-être un petit peu techniques. L'objectif, c'est pas de vous perdre, mais l'enjeu, c'est d'anticiper. Je pense que c'est le point important. Il n'existe aucune solution sur le marché, que ce soit une solution assurantielle, que ce soit une solution technique, que ce soit une solution via une expertise, qui pourra vous garantir la reprise efficace de votre activité si vous les contactez a posteriori. L'ensemble des éléments que vous voyez actuellement sur cette slide, je pense que vous l'avez intuité, c'est d'anticiper, que ce soit techniquement avec des mesures de prévention, mais également en étant préparé à une compromission et en se disant, même si je me fais pirater, j'ai mis en place des mécanismes qui font que je suis prêt à gérer la crise, je suis prêt à relancer mon activité et je sais à la fois qui contacter parce que je suis épaulé avec une expertise si nécessaire, mais de toute manière, je sais comment mon métier peut fonctionner de manière dégradée. Exactement. S'il fallait retenir 3 choses du coup de ce que l'on a présenté, c'est que tout simplement, il y a beaucoup de cyberattaques qui sont en hausse, qui ciblent les TPE, PME. Il faut savoir que, évidemment, plus une entreprise a du budget et plus ils peuvent se permettre d'investir en cybersécurité et donc un peu moins vulnérables que les petites entreprises ou les très petites entreprises. Également, les attaquants ont plus de facilité à compromettre une TPE, un PME ou une PME parce que à cause de simples mails de phishing, tout simplement parce qu'il n'y a pas de solution anti-spam, de solution d'analyse des emails ou de solutions qui permettent d'analyser les mots de passe. Et pour cela, pour ces entreprises-là qui n'ont pas les moyens de s'offrir ce genre de budget cyber qui a un certain prix, on a une unique solution qui est de s'équiper d'outils cyber pour prévenir tout risque et souscrire à une assurance cyber pour que l'on vous accompagne suite à une cyberattaque. Donc évidemment, ces outils que nous, Stoic propose, ils ne sont pas miracles dans le sens qu'ils ne permettent pas de tout remplacer, mais ils permettent de gérer, d'effectuer une analyse de la posture de sécurité sur plusieurs pans, l'externe, l'humain, tous ces pans que nous, on audite lorsqu'on faisait des tests d'intrusion pour nos grands clients. Tous ces pans, on va essayer de les vérifier pour qu'on puisse vous faire des recommandations et avoir une idée de la sécurité de votre SI. Parfait. Je vais te laisser reprendre la main, Augustin. Très bien, merci beaucoup. Merci Xavier, merci Julien pour cette présentation très détaillée. Donc, une fois qu'on a fait un peu cette présentation de tout ce qui est concerné des vulnérabilités et la meilleure façon de s'en prémunir, on va vous présenter ce que nous, en tant qu'assureurs cyber, on vous propose. Donc, Stoic a cette approche un petit peu différente, d'avoir pu intégrer aussi bien des personnes qui viennent du marché de l'assurance que des personnes qui viennent de la sécurité informatique. Et donc, on vous propose vraiment un outil d'accompagnement global qui va bien au-delà de la simple garantie d'assurance. Donc, premièrement, c'est la prévention en continu. Donc, on a des outils qui vous sont mis à votre disposition de façon gratuite et très facile à mettre en place, qui permettent de surveiller et de réduire activement votre risque. Ensuite, on a notre gestion des sinistres qui a été internalisée. Donc Xavier et Julien, comme ils l'ont expliqué, interviennent lorsqu'on a des appels de nos clients suite à une suspicion ou suite à une crise informatique avérée, et qui peuvent intervenir très rapidement et se déplacer chez les clients si on se rend compte que la situation est complexe. Et on a des garanties derrière de contrats d'assurance qu'on pourra vous détailler par la suite, mais qui sont complètes pour couvrir toute la partie perte financière que nous n'aurions pas pu prévenir par le biais des différentes interventions. Donc la prévention, donc pour surveiller le risque en continu, donc c'est au moment de la souscription, c'est-à-dire au moment où par exemple GEA réalise un projet, la première chose qu'il va faire, c'est lancer un scan externe sur votre nom de domaine, c'est-à-dire votre site internet, pour voir si on identifie dès à présent
des problèmes de mise à jour d'un certain nombre de vos systèmes d'information. Ça peut être votre outil de développement de site web qui n'a pas été mis à jour depuis longtemps. Ça peut être une vulnérabilité qui est identifiée sur votre outil d'accès à distance de type VPN. C'est toujours ce genre de choses-là qui sont des portes d'entrée assez faciles pour les hackers. Et on se rend compte au fur et à mesure que le temps passe que les hackers finalement utilisent les mêmes outils que nous. Donc souvent, voilà, on notre analyse, c'est que, hem, voilà, il y a une sorte de, comment dire? Comme on les quand on a un sinistre chez un client, excusez-moi, on se rend compte que, finalement notre système avait pu, heu, dans les mois précédents ou les semaines précédentes, déjà identifier, la vulnérabilité. Ensuite, c'est tout au long du contrat, ce système de surveillance, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place avec des rapports qui vous sont édités toutes les semaines. Et en cas de vulnérabilité critique, c'est-à-dire de vulnérabilité, qui serait connue par notre équipe certes, mais qui serait pas encore, diffusée, hem, on va dire de manière, ouverte par les éditeurs. Nous, on vous pousse un email par l'intermédiaire de votre intermédiaire en assurance pour vous prévenir qu'il faut urgemment pouvoir corriger une vulnérabilité. C'est des choses qu'on fait, quasiment toutes les semaines. Hem, les outils pour surveiller et anticiper le risque cyber, ce qu'on met à votre disposition, donc c'est ce scan externe, c'est, dont on a parlé, c'est l'outil de simulation de phishing. Donc on a un outil très simple et qui, est très adapté aux petites structures avec, quelques dizaines, voire centaines de collaborateurs, qui vous permettent de mettre en place, une simulation de phishing. Vous choisissez un template, soit de la sécurité sociale, soit de Google, soit d'Amazon par exemple, qui envoie un email fictif et on peut voir est-ce que les collaborateurs, hem, cliquent ou non sur le lien et est-ce qu'ils partagent ou non, leurs identifiants. On a possibilité aussi pour certains d'entre vous qui utiliseraient le cloud, donc les 3 principaux fournisseurs de cloud, de vous aider sur la configuration aussi de ces outils de cloud. Et on a également pour les personnes, voilà, pour les structures avec, peut-être une taille un peu plus importante qui utiliseraient un outil, Microsoft qui s'appelle Active Directory qui permet de gérer, le niveau, on va dire, d'accès aux informations de vos collaborateurs. Aussi de vous aider sur la configuration de ce système-là qui sont, des points névralgiques et donc très sensibles en cas de cyberattaque. Donc nos équipes, de ce externes, donc sont des experts dédiés à la gestion des sinistres. Donc comme vous avez pu l'entendre, je pense, tout au long de cette présentation, on a une vraie expertise chez nous, une vraie réactivité, c'est-à-dire que, on a moins de 3 minutes de temps de décrocher, sur un appel d'un de nos clients et on n'a pas de temporisation, c'est-à-dire qu'on prend la main sur, on monte à bord, on va dire, de l'incident, de façon, immédiate. Et le but, c'est de pouvoir intervenir le plus rapidement possible pour une reprise le plus rapide possible de votre activité, ce qui permet derrière, de limiter toutes les conséquences, financières, notamment, bah, toutes les pertes financières, qui pourraient impacter votre activité. Petit, focus sur, comment fonctionne un contrat d'assurance cyber. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà assurés en cyber, mais on a 3 piliers principaux dans les contrats. Le premier, c'est cette partie assistance et gestion de crise dont on a déjà parlé et qui permet aussi, si jamais on a besoin de chercher des ressources supplémentaires, de mobiliser des cabinets d'avocats spécialisés, par exemple, sur les sujets de protection des données. On sait que c'est un sujet qui est sensible pour les hôtels, ou des experts en communication en gestion de crise, parce que, l'incident a été publié dans la presse et donc il faut pouvoir répondre. Ça, c'est le premier volet, celui qui intervient en général, immédiatement après le signalement d'un incident. Le deuxième, c'est la couverture des dommages subis. Donc là, lorsque notre gestion de crise n'a pas été suffisante pour limiter, les conséquences pour votre entreprise, on va pouvoir indemniser des pertes d'exploitation, des pertes de marge brute ou des frais supplémentaires d'exploitation, c'est-à-dire tous les frais que vous allez, mettre en jeu pour essayer de limiter justement vos pertes. On va bien sûr aussi couvrir en dernier recours, lorsqu'on n'arrive pas à rétablir vos systèmes, tout ce qui est, la négociation avec, les attaquants et éventuellement le remboursement de la rançon. Alors vous savez maintenant qu'on a une obligation, enfin vous avez une obligation et on vous accompagne sur ces sujets, de déclarer aux autorités de police ou de gendarmerie dans les 72 heures après, avoir eu connaissance d'un événement.
et bien sûr, on vous accompagne là-dessus. On prend aussi en charge les frais de notification concernant la fuite des données, notamment frais de notification aussi bien auprès de la CNIL qu'auprès de vos clients. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie un email, un courrier recommandé? Ça dépend vraiment des cas. Et ensuite, on va aussi pouvoir couvrir au travers ce qu'on appelle la cyberfraude, certains cas de détournement de fonds, c'est-à-dire des attaquants qui auraient pu s'introduire dans vos systèmes et générer des virements sur des numéros de compte, souvent à l'étranger, qui sont non répertoriés, on va dire, dans vos systèmes, ou pourquoi pas générer directement des virements à l'externe. Et le dernier volet qui intervient souvent par la suite, c'est le volet responsabilité civile. Effectivement, vous possédez des données personnelles avec parfois des copies de passeport, des adresses, des numéros de téléphone portable, des numéros aussi de carte bancaire ou des numéros de RIB. Donc vous pouvez avoir des clients qui vous demandent réparation. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu soit l'utilisation de leur passeport à des fins frauduleuses, soit des virements non contrôlés sur leur compte bancaire, et donc on prend en charge aussi ce volet-là, bien entendu. Dans le cadre de nos contrats d'assurance, donc on travaille avec 3 assureurs qui sont des références sur le marché, qui nous font confiance, que sont Swiss Re, Axeria et Tokio Marine, et donc qui nous donnent vraiment beaucoup de crédibilité et de solidité dans l'offre qu'on a pu constituer. Je vais passer sur les exemples de prise en charge de sinistres. Voilà, ce sont des exemples concernant la fuite de données, la transmission des virus et le blocage par ransomware. On a essayé d'estimer voilà, combien ces sinistres peuvent générer comme perte pour des entreprises comme la vôtre, sachant que là, on est encore dans des cas d'incidents non majeurs. Vous imaginez bien que lorsqu'un hôtel doit fermer ses portes pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on peut avoir des pertes aussi très importantes liées à la perte de chiffre d'affaires et de marge brute. Donc sinon, en ce qui concerne la souscription, alors ça concerne plus donc GEA. On a mis en place, nous, un outil de souscription qui est très rapide. Souscrire du cyber sur le marché de l'assurance, c'est parfois assez complexe. On essaie de simplifier les choses au maximum pour que vous puissiez avoir des offres qui soient compétitives. Et là-dessus, je vous propose de repasser la main à Adrien Charlet de GEA. Voilà, s'il souhaite nous partager son expérience en quelques minutes sur le placement des risques cyber pour ses clients hôtels et restaurants. Alors Adrien, je pense. Je vais donner la parole à Grégoire Schossler qui travaille également sur le sujet pour vous expliquer aujourd'hui comment on souscrit et quand vous pourriez souscrire par l'intermédiaire d'un courtier. Donc, bonjour à tous, Grégoire Schossler, chargé de clientèle donc chez GEA. Il nous a semblé en fait important pour nous de mettre en place ce webinaire parce que de plus en plus on reçoit d'appels justement d'hôteliers qui se font pirater, et on trouvait que c'était important de vous informer justement de ce risque qui est désormais un risque majeur et presque risque numéro 1 sur le marché de l'assurance. Et alors c'est vrai qu'au niveau de la souscription, c'est relativement facile, hein. Il suffit simplement de rentrer un numéro de sirène et un nom de domaine, et on est capable de pouvoir vous sortir un projet avec le résultat du scan externe sous ces 24 heures maximum. Voilà, donc c'est relativement simple et relativement rapide pour pouvoir vous transmettre un projet rapidement. On a besoin pour ça, comme l'a dit Augustin, donc on va, comme un audit d'un contrat d'assurance de Majobian, vous demander quelques éléments pour savoir si vous êtes éligible. Ça vous permet déjà d'avoir connaissance de votre niveau de fragilité. Donc c'est votre site, le nom de domaine, le ou les noms de domaine si vous avez un groupe ou plusieurs hôtels. Votre chiffre d'affaires, le nombre d'employés, parce que derrière ça peut indirectement être lié à un niveau de vulnérabilité. Plus il y a effectivement d'employés avec de boîtes mail, plus il y a d'intrusion pour un cyberattaquant. Donc, pareil, toutes ces données elles sont prises en compte.
et vous avez, par l'intermédiaire de votre courtier ou de GEA, une réponse avec, c'est assez simple, sous 48 heures, une proposition de tarif avec des niveaux de franchise qu'on peut moduler en fonction directement de la prime que vous ciblez ou que vous avez envisagée, sachant qu'aujourd'hui, pourquoi on propose Stoic auprès des relais châteaux, c'est qu'on a fait l'exercice avec plusieurs acteurs et ça reste les plus flexibles, réactifs et les plus compétitifs sur le marché. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, on a équipé il y a quelques jours un traiteur dans la restauration qui faisait voilà, qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. L'idée, c'était effectivement se prémunir de ce risque. Il n'y a pas eu de cyberattaque, mais on sent que c'est un sujet. On a équipé aussi plusieurs hôtels, plusieurs restaurants, également des clients des relais châteaux, enfin des hôtels relais châteaux. On sent que ça devient une préoccupation et que ça peut devenir un sujet, en tout cas, de plus en plus sérieux, parce que l'idée, c'est voilà, c'est de pouvoir continuer son activité sans être parasité et de se dire voilà, ce sujet, il est maîtrisé. J'ai un accès à une plateforme. J'ai derrière, au-delà du service qui m'est proposé, une expertise qui est internalisée avec une plateforme. Très facilement, vous pouvez voir s'il y a des intrusions et en amont, Stoic peut prendre la main. Donc, c'est quand même un soulagement de se dire que voilà, c'est pas un sujet qu'on met de côté. On se dit voilà, le cyber, est-ce que je suis équipé, comment ça peut marcher, j'ai déjà des outils. C'est très bien, mais ça ne suffira pas en cas d'attaque. Voilà. Merci, merci Adrien et Grégoire. On a quelques questions sur le chat. Effectivement, est-ce qu'on peut réaliser des audits de sécurité? Donc notre scan externe automatique est déjà un premier niveau assez intéressant. Ça permet généralement de pointer allez, les 2-3 vulnérabilités les plus importantes qui peuvent concerner vos systèmes. Alors parfois on trouve rien. Après par la suite, on essaie d'accompagner le plus possible nos clients, hein, une fois que vous êtes assuré Stoic. Donc s'il faut mettre en place des choses plus particulières, s'il faut travailler avec vous sur une roadmap d'amélioration du risque, on vous accompagne aussi. Et on a eu aussi plusieurs questions d'hôtels, parce que c'est vrai que vous êtes très interconnectés avec les plateformes de réservation. Donc on essaie de vous aider le plus possible lorsque vous avez un souci, que ça vienne peut-être d'une plateforme de réservation, de votre propre système ou d'ailleurs, mais vous avez assez peu de visibilité finalement et tout le monde se renvoie la balle. Vous pouvez contacter nos équipes et on essaiera de creuser, en tout cas de vous donner le plus d'éléments possible pour y voir le plus clair et restaurer on va dire les systèmes, enfin restaurer votre activité le plus rapidement possible dans un bon niveau de fonctionnement. Voilà. Écoutez, on va pouvoir clôturer cet événement dans les temps. On remercie donc Relais Châteaux, GEA pour nous avoir permis d'organiser ce webinar. Vous pouvez revenir, je pense, vers Relais Châteaux ou vers GEA si vous avez des questions complémentaires. N'hésitez pas. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.